Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui la représentante Maroc de l'Organisation mondiale de la santé pour évoquer entre autres cette nouvelle stratégie de coopération 2023-2027 qui a été actée vendredi 7 avril entre l'organisation et le Royaume du Maroc à travers donc le département bien évidemment de la santé. Il s'agit d'orientation stratégique de cette coopération, 4 priorités stratégiques pour cette coopération donc entre 2023 et 2027. Cette signature a coïncidé avec non seulement la Journée mondiale de la santé, mais aussi les 75 ans de l'OMS. Bonjour Myriam Begdeli. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bon, merci, je suis très honorée d'être ici avec vous. Marhaba, c'est tout plaisir et pour nous. Nous avons donc nous allons rappeler, n'est-ce pas, les objectifs déjà les objectifs, mais aussi le bilan de la stratégie précédente, donc 2017-2021. Alors c'est un bilan très positif. On a fait une évaluation externe d'ailleurs qui a permis vraiment d'être très objectif sur ce bilan. On a travaillé sur énormément d'axes qui sont la gouvernance de la santé, le renforcement de l'offre de soins, la capacité des personnels de santé. On a travaillé sur la lutte contre les maladies en compagnie du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et bien sûr, il y a eu, vous le savez, pendant cette période également, la Covid-19. Et l'appui que nous avons pu apporter à la stratégie nationale de lutte et de riposte. Et de manière générale, en fait, depuis 2017, on travaillait déjà sur ces questions d'urgence de la santé. Donc c'est un bilan qui est très très positif. Des avantages de l'OMS, hein, excusez-moi, c'est d'être toujours là. C'est-à-dire que parfois, dans certains types de coopération, il y a des moments plus calmes et des moments où il y a une présence plus importante parce qu'il y a des financements, parce qu'il y a des accords. En fait, l'OMS a une présence assez constante. Et donc, c'est un appui technique qui est constamment là, selon les besoins du ministère de la Santé et d'autres départements ou d'autres partenaires. Et donc, nous sommes très fiers de cette présence effective et constante. Alors, que pouvez-vous nous dire justement sur cette nouvelle stratégie de coopération quadriennale 2023-2027 donc, la signature, on le voit sur ces images, c'était le vendredi dernier. Certainement pas un hasard du calendrier puisque c'était les 75 ans aussi de l'OMS. Donc peut-être les axes prioritaires d'abord pour commencer et puis nous évoquerons aussi les moyens à mettre en place pour bien sûr mener à bien cette stratégie. Oui, effectivement, ce n'était pas un hasard, c'était le 7 avril, l'anniversaire de l'OMS, la Journée mondiale de la santé. Je tiens juste à signaler qu'on a on a décalé légèrement aussi ce cadre de coopération stratégique qui est quinquennal, donc de 23 à 27, mais aussi pour qu'il soit en raccord avec le cadre de coopération pour le développement durable du système des Nations Unies au Maroc, qui lui-même, à cause de la Covid, tout le monde a eu un peu de retard. Donc maintenant, tout est vraiment aligné, et ça c'est très important aussi, parce que les Nations Unies au Maroc sont présents d'une seule voix, et les agences sont alignées sur le même calendrier. Donc ce cadre de coopération qui couvre la période 2023-2027 couvre 4 axes stratégiques. L'appui au renforcement du système de santé. Vous savez que le Maroc a mis l'accent sur la couverture santé universelle dans ce renforcement. Donc c'est le premier axe d'appui. Le deuxième, c'est tout ce qu'on a vécu avec la Covid-19, les urgences de la santé publique, d'autres urgences, d'autres maladies émergentes auxquelles nous devons nous attendre. Et donc le deuxième axe couvre ces aspects de résilience du système et de riposte aux urgences de santé publique. Le troisième, c'est spécifiquement la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'axes de la réforme aujourd'hui qui portent sur la gouvernance du système de santé. C'est souvent un axe oublié, c'est le moins facile sur lequel on peut travailler, et donc nous tenions vraiment à le mettre en exergue dans ce cadre de coopération pour dire c'est un appui que nous allons... Comment alors, je vous donne oui, nous allons y venir, oui. Parce que j'étais très curieuse, parce qu'il faut vraiment peut-être
déployer des moyens très, très forts Oui. afin de faire bouger les choses, notamment en termes de gouvernance, parce que c'est là où le bas blesse, c'est un peu le talon d'Achille de plusieurs systèmes de santé, toujours, et notamment celui en du plus, Maroc. c'est ma spécialité, donc je sais que c'est vraiment, il est très négligé. Le quatrième axe, juste pour en terminer avec les axes, c'est l'axe qui travaille sur la promotion et le bien-être, c'est-à-dire qui va travailler sur les aspects multisectoriels, la santé dans toutes les politiques, donc qui va sortir un petit peu du cadre strict du système de santé, disons, organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et aller vers les aspects environnementaux, la pollution, l'air, l'eau, le logement, etc., et pouvoir promouvoir la santé à travers ces approches. Ça, c'est les 4 axes. Revenir sur votre question de la gouvernance. Sur la gouvernance, justement. Alors, et de manière beaucoup plus globale, Myriam Begdeli, si vous le permettez, quand on parle d'appui de l'OMS pour des projets aussi importants pour le Maroc, de quel appui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un appui d'abord financier, technique? De quelle nature est cet appui? C'est une excellente question parce que c'est souvent ignoré un petit peu comment on travaille. Alors sur le plan financier, bien sûr, on va amener un budget qui va permettre aux activités d'avoir lieu, mais on est de loin pas comparable avec peut-être les bailleurs de fonds qui seront là de façon plus explicite et qui seront peut-être sur des appuis budgétaires, etc. Donc notre spécialité, on va dire, c'est vraiment l'expertise. C'est le benchmarking international, c'est de pouvoir apporter l'expertise internationale, mais aussi la comparaison avec d'autres pays, et de pouvoir, de cette manière, en fait, accompagner ce qui se passe déjà. Donc on est vraiment dans l'appui et l'accompagnement. Et les méthodes dans un système de santé comme le Maroc, parce que c'est différent d'un pays à l'autre, bien sûr, c'est contextualisé. Mais nous avons vu au Maroc un système de santé robuste, la crise l'a montré, avec bien sûr des choses à améliorer, et nous les connaissons tous. Mais finalement, la riposte à la crise a été assez spectaculaire, exemplaire, et a montré que le système tenait bien le coup, la continuité des services a été assurée, etc. Donc dans un système comme celui-là, notre appui est vraiment pour analyser le contexte, apporter des données probantes, des études qualitatives, quantitatives, qui peuvent éclairer certaines situations. Et en particulier, on va s'attacher à pouvoir éclairer la situation des plus vulnérables, de regarder un petit peu aux problèmes d'équité et d'accompagner le gouvernement à prendre ces informations et les transformer dans la prise de décision. Alors, ça peut se faire de différentes manières. On a organisé, par exemple, de grandes stations de dialogue politique, comme le Forum sur les soins de santé primaires ou la Conférence nationale sur le financement de la santé. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, c'est vraiment un travail plus quotidien, peut-être plus discret, dans la formulation des stratégies nationales et dans leur évaluation. Donc voilà, c'est vraiment dans cette interface entre les données probantes, l'analyse du contexte et la transformation de tout ceci dans les politiques de santé et dans les prises de décision. Alors, dernière question, c'est sur la gouvernance, justement. Oui, sur la gouvernance. Quels sont les moyens, quels sont les outils à mettre en place? Parce que, effectivement, si on prend le terme stricto sensu du terme gouvernance, déjà, cela évoque plusieurs points et ça touche à plusieurs pans de ce secteur de santé. Quelle est la recette magique de l'OMS? Alors, il n'y a pas de recette magique. De toute façon, il n'y en a pas. La recette est toujours contextualisée. Mais déjà, ce que je vous ai décrit comme processus, ça fait déjà partie de la gouvernance. C'est-à-dire de pouvoir analyser les situations contextuelles, de pouvoir analyser, de faire des études et de les ramener dans la prise de décision. C'est un outil de gouvernance extrêmement important. Donc, de ce fait, dans n'importe quel axe qu'on travaille, que ce soit la tuberculose, que ce soit l'hépatite ou que ce soit le diabète, de toute façon, on est en train de travailler sur un outil de gouvernance qui est les données probantes, la prise de décision, le dialogue politique, la concertation des acteurs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que le Maroc a déjà un agenda de travail sur la gouvernance de la santé qui est très clair et très, très ambitieux, mais qui est vraiment très clair. La création d'institutions telles que l'Agence nationale du médicament, la Haute Autorité de santé, la territorialisation avec les groupements de santé régionaux.
Donc, accompagner ces processus, effectivement, à la demande du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en comparant peut-être avec ce qui a pu être fait dans d'autres pays qui ont suivi le même processus, et peut-être aussi aider un petit peu au renforcement des capacités. Parce que cette transformation vers des nouvelles institutions, de mon expérience, avoir travaillé également dans d'autres pays, nécessite aussi une transformation de la capacité des acteurs. Créer l'institution en soi, c'est peut-être la partie la plus facile, avec des lois, des textes de loi, etc. La mise en application nécessite que les personnes qui travaillent dans le système d'aujourd'hui soient aptes à travailler dans le système de demain. Et ça, c'est quelque chose qui passe à travers le renforcement de la capacité des acteurs. On dit renforcement de la capacité des acteurs avec des termes un peu plus, peut-être pour rapprocher le téléspectateur de cette terminologie. Est-ce qu'il s'agit des travailleurs de la santé? Parce qu'il y a déjà déficit. Alors non seulement, il y a peut-être une inadéquation, j'arrive, inadéquation entre peut-être le profil présent et celui que l'on aspire à avoir dans ce genre d'institution, mais aussi il s'agit de quantitatif, de nombre. Alors je veux dire peut-être que c'est pas tout à fait... Vous avez raison, à la fois raison et à la fois c'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement il y a une pénurie d'acteurs sur le terrain, c'est vrai, et c'est mondial, ce n'est pas qu'au Maroc, c'est vraiment une pénurie qui est mondiale. Et donc ce sont des vases communicants en fait, entre les différents pays, et c'est ce qui renforce la pénurie dans beaucoup de pays, c'est ce système de vases communicants. Je dirais que oui, tout le monde est à la recherche des mêmes profils, qui sont les profils de première ligne, qui sont effectivement les métiers parfois les plus difficiles, parce qu'il faut aller travailler dans des centres de santé éloignés, il faut passer de longues heures, il faut faire des gardes de nuit, il faut peut-être parfois sacrifier sa famille pour pouvoir faire son travail, etc. Donc ces profils-là sont des profils effectivement qui sont à renforcer en produisant plus d'individus qui ont cette expertise, en valorisant cette expertise, parce que souvent, dans beaucoup de systèmes de santé, elle est dévalorisée au profit peut-être de spécialistes de la santé, et puis en les motivant pour faire un travail qui est parfois difficile. Ça, c'est un volet. Par contre, dans certaines institutions, comme les agences du médicament ou les autorités de santé, l'expertise qui est nécessaire est différente. C'est-à-dire, elle sera vraiment dans une expertise technique assez pointue pour faire, par exemple, des évaluations des politiques de santé ou des innovations de santé, pouvoir faire des recommandations pour leur utilisation. Est-ce que tel médicament est recommandé ou non? Est-ce que telle technologie médicale est recommandée ou non? Est-ce que telle intervention est recommandée ou non? Et ça, c'est une expertise différente. On appelle ça la Health Technology Assessment, qui est utilisée en France, qui est utilisée au Royaume-Uni, qui est utilisée dans beaucoup de pays pour aider à la prise de décision. Et ça, c'est une expertise différente. Et vous pensez que est à former aussi. Est à former, et vous pensez que c'est un bon... est-ce que c'est le processus unique dans le monde? Il y en a d'autres? Est-ce qu'il a démontré peut-être son efficacité ou peut-être ses points de faiblesse? Oui, ben, l'idée, c'était effectivement aussi de prendre les leçons des points de faiblesse de ces autres systèmes. Alors, de faire du benchmarking, de faire des visites peut-être d'échanges et de comprendre un petit peu ce qui se passe et quelle est la meilleure solution pour le Maroc. Parce que vous avez raison, il ne s'agit pas d'importer des modèles de gouvernance et de les appliquer dans un pays comme le Maroc. Avec sa structure particulière de prise de décision, il faut adapter ces structures de gouvernance aux structures de prise de décision locales. Myriam Bigdeli, une toute dernière question avant de se quitter. Alors, on parle maintenant du Maroc, vous avez parlé de benchmark, n'est-ce pas, d'échanges d'expertise. Le Maroc s'est engagé sur plusieurs, d'ailleurs, secteurs, sur une coopération ou sur une stratégie de coopération sud-sud avec donc, les pays du sud du Sahara. Quels sont, selon vous, les enjeux, mais aussi les aspects de cette coopération donc entre le Maroc et
et le reste des pays. Sur le plan de la santé, entendons bien. Naturellement. Bien sûr. Alors oui, effectivement, nous on s'engage vraiment, que ce soit le système des Nations Unies dans son ensemble ou l'OMS en particulier, on s'engage vraiment à accompagner cette coopération sud-sud, comme on appelle ça, et d'amener l'exemple du Maroc à l'international. Je vous donne un exemple. Les dialogues politiques qui ont été menés autour du financement de la santé au Maroc ont été un exemple qui a été amené à l'Assemblée générale des Nations Unies dans une réunion qui a été présidée par Monsieur le ministre Bouelta, avec d'autres pays africains autour de la table pour partager cette approche particulière du dialogue politique que nous avons appliqué pour cette stratégie de financement de la santé. Alors c'est un exemple, le deuxième et dernier que je vais vous donner, c'est qu'on a à l'OMS ce qu'on appelle le réseau des centres collaborateurs. Alors, les centres collaborateurs, ce sont des centres d'excellence qui sont identifiés dans différents pays et qui peuvent nous aider à mettre en place notre mandat international, notamment à travers les formations, par exemple, d'autres pays sur des techniques particulières. Donc, au Maroc, il y a 3 centres collaborateurs qui sont très actifs, le Centre national de pharmacovigilance, le Centre de la santé reproductive et le Centre de santé mentale. Et il y a pas très longtemps de ça, on a accueilli énormément de pays, de représentants de pays africains ici au Maroc, au Centre national de pharmacovigilance, pour former ces acteurs à ce que le Maroc sait très bien faire, à savoir le suivi des effets secondaires. On l'a vu pendant la Covid, le Centre national de pharmacovigilance est intervenu pour vraiment suivre les effets secondaires des vaccins et en assurer donc la sûreté et l'efficacité d'utilisation. Donc ce sont des exemples en fait où on appuie aussi le Maroc à partager son expertise très importante à l'international. Merci beaucoup Mariam Begdeli. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.